Bonjour à toutes et à tous, je suis Michel Marquez, responsable partenariat CGP au sein de Crédit Mutuel Investment Managers, le centre d'expertise dédié à la gestion d'actifs du groupe Crédit Mutuel. Et également présent aujourd'hui, Hervé Laurent, gérant du fonds CMCIC PME ETI. Bonjour Hervé. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le fonds CMCIC PME ETI. Donc c'est un fonds 100% actions, micro-cap et small-cap, dont le critère d'univers de sélection est le même que le PEA-PME. Donc à savoir, on va les détailler donc uniquement des entreprises européennes, dont le nombre d'employés ne dépasse pas 5000, dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas 1,5 milliard ou un bilan inférieur à 2 milliards. Donc ça, c'est les critères de sélection de son univers. Dans le cas de CMCIC PME ETI, donc nous retrouverons essentiellement des entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 150 millions et 1 milliard, et 35% des entreprises ont un chiffre d'affaires au-delà de 1 milliard. Alors, il s'agit également d'un portefeuille de conviction, puisque Hervé aujourd'hui gère un fonds qui compte entre 70 lignes et 80 lignes, et son top 10 représente un tiers des encours. Au-delà de ça, le fonds a été créé en 2013 et Hervé Laurent est en poste depuis août 2018. Pour ce webinaire, Hervé va donc aborder 2 points. Tout d'abord, Hervé, tu reviendras donc sur les positions structurelles du fonds. Finalement, quelle est la philosophie de ton fonds ? Et puis, en second point, tu nous détailleras la position conjoncturelle. Quelle a été ta gestion pendant la crise du Covid ? Mais juste avant de te donner la parole, Hervé, on va revenir sur ces performances qui sont exceptionnelles, et je crois que c'est le bon terme, exceptionnelles, puisque quand on voit le graphique, depuis la création du fonds, on a donc une performance de plus 112,6%, soit 40 points au-dessus de son indice de référence, donc sur les 7 dernières années. Et si on regarde en détail depuis ton arrivée, donc plus 32% de performance, soit 22 points par rapport à son indice de référence, et même, je vais même aller au-delà de ça, c'est 3 fois la performance de son indice. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est vraiment des performances exceptionnelles. Au-delà de ça, si on compare par rapport aux comparables, le fonds est top décile dans sa classe d'actifs et même sur le podium sur cette dernière année. Et donc tout ça fait qu'aujourd'hui, nous créons ce webinaire et on a besoin d'un peu plus d'explications, Hervé, un peu plus d'explications sur comment as-tu obtenir ces performances. Je te laisse la parole, Hervé. Merci Michel. Alors effectivement, je vais revenir sur l'ADN du fonds et sa philosophie. Alors, la première chose, c'est... si ça tourne. Voilà, sur l'univers d'investissement, Michel vous l'a dit, effectivement, c'est un univers qui est très large. Donc, c'est 2400 sociétés. Et quand on applique les critères du PEA-PME, on est à 1500 sociétés. Et lorsqu'on utilise quelques critères quantitatifs internes de rentabilité, de liquidité, etc., on a un univers d'investissement qui est de 800 valeurs. Sur ces 800 valeurs, on va se concentrer sur 70 à 75 positions. Et donc, le maître mot pour nous, c'est qu'on s'autorise à être exigeant et à être réellement sélectif dans les valeurs dans lesquelles on investit. Alors, l'intérêt de cet univers, c'est sa très grande diversité, puisque vous pouvez le voir à l'écran. En fait, on a des leaders de niche sur tout un tas de secteurs complètement différents. Ça va de la tonnellerie aux camions de pompiers, aux dessins animés d'animation. Et c'est également le segment de l'innovation. Alors, les images sont un peu décalées, mais segment de l'innovation, c'est typiquement, on a des nanosatellites, des data centers. De manière générale, lorsqu'une idée vient au monde, elle vient en général au monde dans cet univers des petites valeurs dont on s'occupe. Une particularité de CMCIC PME ETI Action, c'est qu'on ne fait ni biotech ni immobilier. Le principe étant que nous considérons qu'il y a des gens plus compétents que nous sur ces 2 classes d'actifs très particulières et que nous, notre savoir-faire, c'est réellement sur les leaders de niche et les valeurs de croissance innovantes. Sur la philosophie d'investissement,
Donc Michel l'a dit, c'est un fonds de stock picking pur, c'est-à-dire qu'on ne se concentre uniquement que sur l'histoire propre des sociétés, c'est-à-dire la croissance qu'elles réussissent à créer par elles-mêmes au sein de leur propre marché. Nous avons une vision de long terme et donc société de croissance de qualité avec un focus innovation. C'est une gestion de conviction, comme l'a dit Michel, donc c'est le top 10 du portefeuille représente en général un tiers du fonds et le top 20 fait la moitié du fonds. Donc sur les 70 sociétés, en réalité, les 20 premières font déjà la moitié des pondérations. Votre serviteur est dédié totalement au fonds et au gisement. Je n'ai pas d'autres activités à côté, ce qui me permet de réellement me concentrer sur ce gisement. Et on met un point d'honneur à réellement connaître, avoir une bonne connaissance du terrain, aller rencontrer les chefs d'entreprise, visiter les sites de production, afin de mieux connaître nos sociétés. Sur notre style de gestion, en fait, notre principe est de chercher des sociétés qui soient leaders sur leur segment, mais on va les chercher à un moment donné où elles sont réellement émergentes, c'est-à-dire qu'elles sont leaders sur leur segment, mais avec des parts de marché très faibles, quelques points en général. Et l'idée est qu'à arriver à une certaine maturité, en fait, la société va réussir à commencer à consolider son marché. C'est-à-dire que les clients vont être obligés de passer par elle, par exemple. Elle peut acquérir ses compères. Et de cette manière-là, la croissance va accélérer. Comme la croissance accélère, la société va passer du positionnement qu'on appelle classiquement GARP à un positionnement qui sera plus grosse. Et ce décalage en fait dans le positionnement va créer une inflation des multiples de valorisation de la société. Et en fait, le cycle se termine quand la croissance est arrivée à une certaine maturité, c'est-à-dire qu'elle est devenue vraiment très robuste, réellement visible par les acteurs valeur moyenne ou même parfois les gérants de fonds grande valeur. Et de cette manière-là, en fait, on acquiert finalement une société quand elle est GARP avec des petits multiples et une croissance qui n'est pas encore trop élevée, et on la revend quand elle a traversé l'entièreté du gisement small cap. On la revend avec des multiples élevés et des croissances plus fortes. C'est ça un peu l'ADN du fonds. Si je comprends bien, Hervé, finalement, tu cherches des entreprises qui sont au tout début de leur succès. Donc, si on reprend la courbe en S, vraiment au tout début. Mais concrètement, comment tu fais finalement pour trouver ces entreprises ? Alors, c'est l'ADN du fonds qu'on donnait au départ. C'est qu'en fait, on va chercher sur le terrain à rencontrer directement les dirigeants, à faire des visites de sites. Comment ça se passe concrètement ? C'est qu'il y a des conférences, en fait, où toute une place se retrouve. Ça peut être la place de Paris, d'Amsterdam, de Stockholm. Les sociétés cotées se retrouvent avec les investisseurs. Et donc, nous, ce que nous faisons, c'est que nous allons à la rencontre de ces petites sociétés qu'on peut rencontrer à Stockholm, mais qui ne reviendront jamais à Paris parce que pour eux, leur marché en termes d'investisseurs, c'est le marché de la Suède, par exemple. Et donc, en allant à leur rencontre, on arrive à découvrir ces sociétés plus tôt, et c'est ce qui nous permet ensuite de déclencher la fameuse courbe en S. La seconde chose, c'est qu'en allant au contact, en allant visiter les usines, on se rend compte plus tôt et plus rapidement réellement de la valeur ajoutée de la société qu'elle peut créer pour ses clients, pour ses fournisseurs, évidemment pour nous ensuite. Alors, une chose qui est importante, c'est que ces visites de sites, donc j'en fais une vingtaine par an. De manière générale, je passe environ une semaine par mois à l'étranger, justement à la rencontre de ces sociétés. Et en fait, ces visites de sites, on les partage au sein de l'équipe valeur moyenne, c'est-à-dire que, par exemple, Jean-Pierre Mariot peut avoir visité une usine d'un fournisseur ou d'un client d'une société qui m'intéresse, et on peut partager sur la création de valeur de chacun des deux acteurs et faire ce qu'on appelle des read across, c'est-à-dire des lectures croisées de nos connaissances. D'accord, donc si je comprends bien, beaucoup de déplacements et finalement ça se traduit donc, sur ton graphique sur plusieurs positionnements et un positionnement sur toute l'Europe.
Tu peux nous donner d'ailleurs une preuve en chiffres ensuite, mais d'abord, effectivement, on revient sur tes répartitions sectorielles et géographiques. Effectivement, le fait de beaucoup voyager se retrouve dans la répartition géographique du fonds, c'est-à-dire que les pays nordiques représentent un tiers du fonds. La Suède en particulier représente 26% du fonds. Alors pourquoi la Suède? C'est parce que c'est un marché au sein duquel il y a énormément d'innovation et où il y a beaucoup de petites valeurs qui se créent en permanence. Il y a une forte dynamique de création d'entreprises en Suède. On voit qu'ensuite il y a la France et puis effectivement le reste de l'Europe. Et sans surprise, ce biais innovation se retrouve dans la répartition sectorielle, puisque la technologie est le premier secteur du fonds. Et il faut voir que dans le segment industrie, donc qui représente 19% du fonds, en réalité, on est très présent sur l'innovation dans l'industrie. Ça peut être par exemple de l'industrie 4.0. Alors tu me demandais effectivement un peu une preuve de ce que j'avançais en termes de croissance. Mais en fait, c'est cette slide qui nous donne la réponse. Ce sont des données au 20 janvier, puisque depuis le coronavirus, les chiffres sont quand même plus compliqués à agréger. Il est plus difficile d'en faire une synthèse réellement représentative. Mais au 20 janvier, avant le coronavirus, la croissance moyenne pour 2019 des sociétés dans lesquelles on est investi est de 23,6%. La rentabilité est élevée également puisque c'est 15% de marge opérationnelle moyenne. Donc on n'est pas du tout dans des sociétés qui sont en création ou avec un modèle en devenir ou avec des idées qui sont un peu... qui sont encore à prouver. Nous, on est réellement dans le début de la courbe en S, c'est-à-dire l'idée a fait ses preuves, la société est devenue rentable ou est en train de passer ce seuil de rentabilité. Et donc, c'est ce qui va nous permettre ensuite d'avoir de la marge et de la forte croissance. Les sociétés dans lesquelles on investit ont du cash. La moitié d'entre elles n'ont pas d'endettement du tout. Et 83% d'entre elles ont un endettement qui est réellement faible. Et pour celles qui sont au-dessus, c'est parce qu'elles viennent de passer le seuil des 2 fois les EBITDA, parce qu'elles viennent de faire une acquisition et c'est quelque chose de transitoire. Nous cherchons réellement à éviter les sociétés endettées. Et la dernière chose, c'est que souvent, on voit la croissance comme étant une source de consommation de cash et souvent les entreprises peuvent avoir réellement besoin de faire des augmentations de capital régulières. Eh bien, ce n'est pas le cas des sociétés de notre portefeuille qui réussissent malgré tout à générer du cash une fois les investissements de la croissance réalisés. Alors, peut-être quelque chose de plus à dire. Alors non. Oui, merci Hervé du coup de nous donner un peu plus d'éclaircissement sur l'ADN de ton fonds et finalement la philosophie du fonds. Alors on a eu une année qui a été vraiment particulière, qui a été l'année 2020 avec la crise du Covid, on n'y revient pas dessus. Finalement, quelle a été ta gestion pendant cette année difficile? Est-ce que tu peux me donner un peu plus d'éléments puisqu'on voit effectivement que les performances cette année creusent vraiment l'écart par rapport à l'indice? Voilà, alors ce qu'on a fait, c'est que, en fait, quand on regarde la crise, entre mi-février et mi-mars, à peu près toutes les sociétés du gisement petite valeur ont décroché de la même manière, avec une baisse qui était comprise entre moins 38 et moins 40% en moyenne, et ce, quel que soit le secteur d'activité, la géographie, ou l'impact que peut avoir la crise du coronavirus sur la société. Donc ce qui a été fait à ce moment-là par moi-même et par l'ensemble de l'équipe valeur moyenne du CMCIC, c'est qu'en fait on s'est attaché à essayer de comprendre quel était l'impact de la crise sur les sociétés. Et en fait, le principe étant le suivant, c'est qu'une société qui est immune à la crise ou qui bénéficie de la crise ne devrait pas décrocher de 38%, c'est complètement irrationnel. Donc on a essayé de chercher à profiter de ces opportunités-là et à les renforcer de manière très forte. Alors pour vous donner quelques exemples, qu'est-ce que c'est qu'une société immune à la crise? Eh bien on peut citer par exemple Fortnox, donc qui est une société de logiciels par abonnement. Donc, on a un paiement qui est régulier, qui est tous les mois sur cette société, donc qui fait un logiciel de comptabilité à destination des PME, typiquement les coiffeurs, des artisans du BTP, etc. Et donc, cette société reçoit tous les mois 10 euros ou 50 euros, quoi qu'il arrive. Et donc, effectivement, on comprend qu'il n'y a aucune raison que cette société-là perde 40% d'un mois sur l'autre. Donc on a fortement renforcé les sociétés immunes. On a également renforcé les sociétés qui étaient très impactées mais qui étaient décotées.
Typiquement des salles de sport en Angleterre qui s'appellent The Gym Group, ou un voyagiste français assez connu sur les voyages sur mesure qui s'appelle Voyageurs du Monde, qui sont des sociétés qui avaient une forte trésorerie et qui avaient la capacité de réellement passer 1 an et demi ou 2 ans de crise sans avoir aucun problème de trésorerie et à pouvoir rebondir beaucoup plus fort ensuite, sachant que la plupart des concurrents dans ce cas-là défaillent ou ont des sérieux problèmes. Donc on a renforcé ces sociétés-là et on a également renforcé les sociétés qui bénéficiaient de la situation. Donc typiquement les sociétés de jeux vidéo comme Stillfront qui fait des jeux vidéo sur mobile, ou également la bourse en ligne, Flatex. Avant la crise, nous en avions 2%. Après mi-mars, on s'est renforcé très fortement. On en a eu jusque 5%. Si on regarde la répartition du fonds sur ces différentes catégories, voilà, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, les catégories qu'on a fortement renforcées pendant la crise représentent la moitié du fonds aujourd'hui, avec une très forte prépondérance des sociétés qui étaient bénéficiaires ou immunes. L'idée étant que les sociétés très impactées mais des côtés, étant donné qu'on ne connaissait pas la longueur de la pandémie, il n'était pas opportun d'investir de manière trop importante dessus. Et il s'ensuit le tableau de performance qui est un peu lourd, mais qui est réellement exhaustif. Donc en fait, on voit que sur la première partie du CRAC, donc ce tableau en fait montre la performance moyenne de chaque catégorie au sein du fonds pendant les différentes phases de marché, donc ont été le CRAC, ce que j'appelle le rebond jusqu'à fin mai, ensuite la consolidation de marché jusqu'à début novembre, et ensuite la découverte du vaccin. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, pendant le crack, tout a décroché à peu près de manière équivalente. Ensuite, lors du rebond, il y a réellement une forte dichotomie dans le marché, c'est-à-dire que les sociétés qui étaient immunes ou qui bénéficiaient ont fortement rebondi, alors que les sociétés impactées ont rebondi moins fort et a fortiori, le fait d'avoir renforcé les sociétés immunes et bénéficiaires nous a permis de fortement surperformer à ce moment-là. Ce mouvement-là s'est poursuivi pendant la consolidation. Et enfin, lorsqu'on a découvert le vaccin, donc début novembre, on arrive sur la dernière phase où finalement les sociétés de qualité et de croissance sont restées robustes, ont continué à croître, mais un peu le cours a été un peu moins performant, mais ça a été compensé par les sociétés qui étaient très impactées et très décotées. Et comme vous pouvez le voir, sur moins d'un mois, la performance moyenne sur ce segment-là était de 44-45%. Alors, ça nous donne ensuite le tableau de performance. Voilà. Bon. Un mot peut-être sur les performances. Donc il y a la performance year to date, donc plus 30,8 par rapport à un indice à 6,6. On a eu toutes les explications et encore une fois, vraiment une performance exceptionnelle, c'est ce que je disais en introduction, et on comprend mieux pourquoi, puisque ta gestion de stop picking a eu son effet et ta sélectivité au sein de ton univers a eu son effet, et on le voit d'ailleurs sur ces performances. Ce que je vous propose, donc après ce petit rappel et tous ces éléments, merci Hervé, c'est de passer à la session de questions-réponses. Alors j'en ai déjà reçu 2, on va y répondre. Tout d'abord, donc il y avait une question qui nous avait déjà été adressée, c'est la gestion de la crise des différents gouvernements européens. Est-ce qu'il y a eu vraiment un impact sur ta gestion? Autrement dit, le fait qu'il y ait tant de contaminés en Italie et que l'économie a souffert, est-ce que finalement tu as eu moins de pondération, moins d'investissement en Italie et inversement du côté scandinave? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la gestion de la crise par les gouvernements? Alors c'est une très bonne question. Alors en fait, on ne fait absolument pas de raisonnement macroéconomique. Donc on s'est bien gardé de réfléchir en amont en se disant il faut investir sur tel pays ou faire ce genre de choses. Par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on a eu beaucoup de contacts avec les dirigeants des sociétés et on s'est attaché à comprendre quel était l'impact pour eux-mêmes au niveau local de la crise. Et effectivement, a posteriori, on s'aperçoit que les pays qui ont le mieux géré
gérer la crise se retrouvent effectivement mieux représentés au sein du portefeuille. Et notamment, comme on l'évoquait plus haut, ce sont les pays nordiques qui ont, du point de vue industriel et économique, le mieux traversé cette crise. Merci Hervé. Donc n'hésitez pas à envoyer les questions sur le chat. J'ai reçu une autre question, c'est on fait appel, tu parles souvent de la composition de l'équipe valeur moyenne, pardon. Est-ce que tu peux citer les gérants de l'équipe, s'il te plaît ? Alors, effectivement, donc, CMCIC PME ETI Action s'inscrit réellement dans une équipe valeur moyenne et petite valeur, donc qui est dirigée par Jean-Pierre Mariot. On trouve également Ingrid Pfiffer-Edelfelt qui gère le fonds Entrepreneur Europe et Jean-Pierre Mariot qui gère les fonds Midcap et Entrepreneur. Et effectivement, toute la démarche est d'avoir le plus possible de transversalité, c'est-à-dire qu'on cherche réellement à faire voyager les informations qu'on peut avoir à un meeting entre nous de manière à mieux éclairer ou à éclairer sous un autre jour ce qu'on sait des sociétés qu'on peut avoir dans un autre portefeuille. Merci Hervé. Donc beaucoup de questions, donc n'hésitez pas, on est là pour ça, c'est tout l'intérêt du live. Donc là j'ai une autre question qui m'est parvenue, c'est est-ce que tu peux détailler le processus de décision de ton fonds ? Parce que tu fais souvent rappel donc du fait que vous faites partie d'une équipe. Donc pouvez-vous détailler le processus de prise de décision sur le fonds s'agissant des allocations ou des choix de valeur ? Est-ce que c'est un processus collégial ou est-ce que tu es le seul décisionnaire sur ton portefeuille ? Et comment tu gères ta liquidité ? Alors ça fait beaucoup de questions. 3 questions. Alors effectivement, au sein de l'équipe, on a un principe, c'est que chacun gère son fonds et est seul responsable, ce qu'on appelle de sa VL, en fait. Donc effectivement, les décisions ne sont pas du tout prises de manière collégiale. On peut avoir des vues différentes sur la même valeur et des décisions différentes sur la même valeur. On n'a aucun problème à être en contradiction les uns avec les autres. Sur le processus de gestion, en fait, une des particularités du segment petite valeur, c'est que effectivement, les sources de données sont quand même assez rares et souvent parcellaires. Donc, en fait, le principe, c'est que j'ai mes propres modèles de valorisation où je fais mes propres projections sur ce que j'attends en fait des sociétés, avec un principe qui est toujours de dire ce que je veux, c'est que ma projection soit battue dans 80% des cas par la réalité. Et ce qui fait que en fait, je me conserve en permanence des marges de sécurité et une capacité à faire mieux que ce que j'attendais sur les sociétés dans lesquelles j'investis. Ensuite, sur la liquidité, en fait, elle est suivie au jour le jour. J'ai un fichier qui est réellement dédié à ça. Le principe étant le suivant, c'est que donc, le fonds fait 250 millions d'euros, ce qui est déjà important pour ce gisement. Mais en fait, on souhaite que le fonds soit liquidable à 50% en 7 jours. Donc on suit en permanence cette liquidité, on la suit de près, on la suit valeur par valeur. Et à l'heure actuelle, en fait, on est à 62% de liquidité en 7 jours. Donc il n'y a vraiment aucun sujet de liquidité sur le fonds. Il pourrait absorber sans problème une souscription de 10 ou 15 millions d'euros d'un seul coup. Alors une autre question, Hervé, quelle est la taille maximum de ton fonds ? Autrement dit, est-ce qu'on ne va pas fermer un peu à un moment donné les souscriptions à ton fonds ? Alors aujourd'hui, donc, le fonds fait 250 millions d'euros. À ISO portefeuille, c'est-à-dire sans changer la moindre pondération sur la moindre valeur, on peut monter à 300 millions d'euros sans aucun souci, sans aucun problème. Ce qu'on a estimé en faisant des calculs assez précis, c'est que effectivement le fonds a une capacité de gestion qui est de 400 millions d'euros, donc ce qui laisse encore pas mal de marge par rapport au niveau actuel. Très bien. Dernier point, c'est un fonds, on n'a pas abordé ce point-là, mais c'est un fonds que vous pouvez souscrire sur les comptes titres PEA et PEA PME. Il existe aussi une formule FCPE, donc pour l'épargne salariale. Et ce que je vous propose, c'est de contacter les personnes adéquates pour avoir un peu plus de détails sur ton fonds. Je vous remercie pour votre présence et pour avoir été assez actif sur
sur les questions. N'hésitez pas à nous revenir si vous avez besoin d'un peu plus d'éléments. Et je vous dis à très bientôt et au prochain webinaire la semaine prochaine. Merci, au revoir. Au revoir.